Bonjour à tous et toutes. Bienvenue aux conférences du RQSPAL. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Pierre Gagnon, qui est le directeur du Réseau québécois de soins palliatifs et de fin de vie. Puis moi-même, je vais participer à la rencontre aujourd'hui. Je suis François Tardy, le directeur exécutif du Réseau québécois de soins palliatifs et de fin de vie. Sans plus tarder, je vais céder la parole au docteur Pierre Gagnon, mais je tiens à vous souligner que la présentation est en cours d'enregistrement et elle sera disponible sur notre chaîne YouTube. Sans plus tarder, Pierre, je te cède la parole. Alors bonjour, merci d'être présent, bienvenue à tous. Ça nous fait plaisir de aujourd'hui vous présenter en fait un panorama ou une cartographie vraiment de ce que le Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie fait. Alors une photo quand même assez précise, je pense assez intéressante. Alors on va parcourir ensemble les différentes données de notre réseau. Alors prochaine diapo, s'il vous plaît. OK. Alors, donc, le plan de la présentation, si on revient au plan, on va donner un portrait du réseau, portrait de la recherche effectuée par les membres, actions retombées, vision future du réseau. Alors, si on peut aller à la mission. D'accord. Alors, la mission ultime du RQSPAL, c'est d'améliorer, mais via la recherche, la qualité, l'accessibilité et l'équité des soins. Donc, l'objectif ultime est d'améliorer les soins, mais évidemment via la recherche, c'est notre mission spécifique. Et on a une définition large de ce qui est la phase palliative, le diagnostic, et ça touche la personne, les proches et tout son environnement, là, incluant le personnel soignant, les proches aidants, etc. Et donc, le mandat est de développer l'expertise dans la recherche en soins palliatifs et de fin de vie, par le développement et le transfert des connaissances. Alors, si on regarde l'organigramme, ici, c'est un organigramme où on a évidemment un comité de direction, on a un comité aviseur international qui nous aide vraiment à avoir une vision un peu en dehors du cadre, là, outside the box. Entre autres, quelqu'un de France et de Belgique. Alors, c'est intéressant pour nous d'avoir ce regard-là différent et critique aussi pour nous aider à travailler les grands enjeux du réseau. Évidemment, il y a le comité scientifique aussi qui est le cœur là, des activités de recherche. Et remarquez l'importance, on a un comité étudiant qui est quand même très important et qui est très, très actif et on est vraiment emballé depuis le début du réseau du RQSPAL. Les étudiants sont vraiment embarqués et continuent à travailler de façon très dynamique. Alors, on va à la prochaine, la méthodologie. Alors, bon, chaque membre régulier a été interpellé. On a fait un formulaire créé sur la formule REDCap. Chaque chercheur devait répondre à des questions, des choix de réponse qui furent prétestés et approuvés par le comité scientifique. Le formulaire était autocomplété par les membres réguliers. Donc, c'est des statistiques descriptives seulement. C'est mis à jour annuellement et c'est largement inspiré des lignes directrices contenues dans le National Consensus Project Clinical Practice Guidelines for Palliative Care et un premier projet là, qui est amorcé par une de nos membres réguliers, Lynn Gauthier. Si je peux ajouter, le formulaire il a été créé aussi, puis on a fait des tests de rétroaction avec certains membres. Comme ça, on est capable d'avoir une vision un peu plus globale, puis l'ancrer encore mieux dans la réalité québécoise. Et puis, une autre chose aussi que ce registre-là est fortement utile, en fait, c'est pour des requêtes d'expertise. Comme c'est arrivé cette semaine, on a eu une demande d'un OSBL qui est en proche aidance, qui voulait avoir des noms et des sujets d'études sur l'aide médicale à mourir au Québec. Et puis, on a réussi à leur fournir ça dans un temps record, là, en quelques minutes, c'était fait. Donc, d'où l'utilité du registre là, des chercheurs du RQSPAL. OK. Alors, prochaine diapo. Les axes de recherche du RQSPAL, évidemment, chaque membre peut participer à plus d'un axe, évidemment. Et
Le premier axe, qui est peut-être la recherche plus classique dont on pense, à laquelle on pense quand on parle de la recherche en clinique en soins palliatifs et de fin de vie, c'est d'optimiser la qualité de vie de la personne en soins palliatifs et de fin de vie. Et on a un axe 2 qui est pour les soins palliatifs en contexte pédiatrique et l'axe 3 qui vise à améliorer l'accessibilité, l'équité dans la prestation des soins et des services. Donc, un volet où on travaille plus sur l'organisation, le système pour en arriver finalement à des meilleurs soins aussi globalement. Comme vous pouvez voir, notre regroupement de recherche, on est très inter-axe. Donc, il y a des chercheurs qui sont dans évidemment plus qu'un axe, d'où les chiffres qui n'arrivent pas, en fait. C'est ça, exactement. Il y a des chercheurs qui sont dans plus qu'un axe. OK, prochaine diapo. Alors ici, on peut voir les différentes affiliations universitaires. Et on est en constant recrutement aussi, évidemment. C'est dynamique, c'est évolutif dans le temps. L'Université Laval, l'Université de Montréal, McGill, donc l'Université de Sherbrooke aussi, et les différentes universités du Québec, là, à Chicoutimi, Trois-Rivières, Montréal, Outaouais, Université d'Ottawa, Université du Québec à Rimouski, et dans le Témiscamingue aussi, puis quelques personnes là, de plus à l'extérieur du réseau habituel. Alors, vous voyez quand même un réseau québécois du FRQS, bien, ça se veut provincial d'emblée. Alors, le but, c'est que tous les chercheurs puissent être membres réguliers ou associés là, selon leur activité de recherche. Alors, je pense qu'on a quand même déjà, avec c'est notre premier mandat. Évidemment, ça a été fondé en 2017, si vous vous souvenez, le RQSPAL. Alors, donc, on est en train vraiment de recruter. On recrute toujours là, des nouveaux chercheurs qui décident d'orienter leur recherche vers les soins palliatifs. Et on est provincial d'emblée. Prochaine diapo. Alors, les disciplines de recherche, évidemment, sont variées et représentent en fait beaucoup aussi les soins palliatifs tels qu'on peut se les imaginer, là. On peut voir évidemment les premières disciplines, sciences infirmières, médecine, psychologie, et les différentes. On voit qu'on est quand même extrêmement multidisciplinaire d'emblée. Des gens, donc, épidémiologie, philosophie éthique, droit, service social, pédagogie, pharmacie, anthropo, sociaux, théologie, sciences religieuses, etc. Donc, on est vraiment varié. 46 des membres se disent en sciences humaines et sciences sociales et 42 en sciences biomédicales et 12 autres. Donc, on est encore une fois très, très heureux de cette diversité, de cette interdisciplinarité qui je pense, qui est indispensable et obligatoire, nécessaire en soins palliatifs. Donc, la recherche suit le même courant que les soins palliatifs comme tels en clinique. Oui, j'ai un autre commentaire à faire, c'est qu'il s'agit vraiment de disciplines de recherche et non pas des affiliations universitaires directement avec les chercheurs. Donc, parce qu'on s'entend qu'un chercheur qui peut être à la faculté de médecine peut également s'intéresser à d'autres disciplines comme à la psychologie ou l'épidémiologie. Donc, c'est pour ça qu'on l'a représenté de cette façon-là. Puis, voilà, c'est un commentaire que je voulais faire. Excellent, merci. Prochaine diapo. Alors, au niveau justement des professions là, telles que le chercheur se définit, autre que, évidemment, tous nos membres réguliers sont nécessairement des chercheurs. Et au Québec, bien, un chercheur, la grande majorité du temps, c'est un professeur, pas exclusivement, mais plus souvent. Donc, comment se disent-ils en tant que professionnel, en plus d'être professeur-chercheur? C'est la psychologie, infirmière, médecins spécialistes qui sont au premier, éthiciens, etc. Là, on continue, travailleur social, médecin généraliste. Alors, 80 disent avoir une occupation autre que d'être professeur-chercheur. Donc, ça démontre bien l'ancrage au niveau de la clinique et au niveau des disciplines là, très variées. C'est ce qui fait, je pense, notre recherche extrêmement riche et variée, qui touche vraiment la majorité des aspects pertinents aux soins palliatifs. Alors, ça aussi, on est quand même très fiers de cette diversité aussi. Alors, la prochaine.
OK. Un peu, OK. Les affiliations auprès des centres de recherche, encore là, ça reflète le fait qu'on est quand même bien disséminé dans l'ensemble de la province. Bon, 64 ont une affiliation avec un centre de recherche du Québec. Alors, vous savez qu'on peut être dans une université, mais pas dans un centre de recherche nécessairement. C'est pour ça que ce n'est pas nécessairement 100%. Le CHU de Québec, l'Université Laval est en premier. Vitam, qui est un centre de recherche du CIUS de la capitale nationale. Et par la suite, les différents centres de la province, le Sainte-Justine, centre de recherche du CHU de Sainte-Justine, de l'Université Institut de recherche de l'Université de McGill, du CHUM, Lady Davis. Et ça continue comme ça. Là. Vous voyez qu'on est vraiment dispersé là, un peu partout dans la province. Donc, encore une fois, je pense que c'est une réussite là, pour nous. Il y a encore du travail à faire, évidemment. On pense qu'il y a encore des chercheurs qui font une recherche significative en soins PAL, peut-être qui n'ont pas joint l'RQSPAL, mais on voit quand même qu'on a des membres dans beaucoup des centres de recherche, donc pour continuer le recrutement. On peut aller à la prochaine, s'il vous plaît. Alors, au niveau des réseaux de recherche, cette fois-ci, les réseaux de recherche, c'est comme le nôtre. On peut, encore là, ce n'est pas exclusif. On peut faire partie du réseau du RQSPAL, mais de d'autres réseaux aussi. On a vu que nos chercheurs ont des intérêts larges et viennent de différents milieux. Alors, ça reflète encore une fois là, beaucoup les soins palliatifs, hein, la recherche première. Bon, le premier, c'est le réseau de recherche en intervention en sciences infirmières du Québec. Donc, on a vu qu'on avait beaucoup de gens qui étaient à la Faculté des sciences infirmières, qui étaient infirmiers, infirmières. Alors, donc, on n'est pas surpris ici qu'ils fassent également partie du réseau du FRQS sur la recherche infirmière. Réseau 1, c'est le réseau de première ligne, ça aussi. Comme les soins palliatifs, c'est beaucoup première ligne, domicile, etc. On va vraiment dans les milieux, dans les communautés. Alors, on n'est pas surpris qu'on ait ça aussi. Après ça, ça descend vieillissement, santé des populations en quatrième, et bon, on recherche sur les médicaments par la suite, et on continue comme ça. Là, vous avez les différentes catégories, je ne passerai pas l'un après l'autre. Mais encore une fois, ça démontre la variété des intérêts des chercheurs et l'interfertilisation aussi, là, donc qui est important. Recherche, c'est incontournable de nos jours. On ne peut pas être seul dans son coin, dans son bureau à faire notre recherche. Alors, prochaine diapo, s'il vous plaît. Oui, si je peux me permettre un autre petit commentaire, oui. En fait, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de données aujourd'hui. On essaie de... Je sais que, puis ça s'en vient, là, ça va être encore plus lourd tantôt, je l'avertis, mais on essaie d'y aller vraiment assez abondamment pour vous présenter le portrait global. Puis, je tiens à dire pour ces réseaux de recherche-là que vous voyez présentement, en fait, ça nous a été grandement utile pour aller chercher, en fait, parce qu'on va bientôt tomber en renouvellement, tous les réseaux de recherche. Puis, il faut aller voir avec quel réseau on peut faire des alliances, puis voir nos collaborations potentielles. Puis ça nous a grandement aidé de savoir combien de membres on avait dans les autres réseaux. Comme ça, on est capable aussi de les interpeller dans ce sens-là. Fait que voilà, c'est un point que je vais ajouter. Excellent, merci. Les stades de vie maintenant. Vous voyez, encore une fois, évidemment, je pense que ça se déduit, c'est les adultes, mais les personnes âgées aussi. Mais quand même, on a une bonne portion de nos membres qui travaillent sur les enfants et les adolescents. Et d'autres qui travaillent sur tous les âges, en fait, qui ont des approches là, transpopulationnelles. Alors, je pense qu'encore une fois, on essaie de laisser tomber vraiment aucune population. Les soins palliatifs, les soins de fin de vie, etc., ça touche tout le monde. Alors, c'est pour ça qu'on est encore une fois content d'avoir des membres là, qui travaillent de façon d'arrache-pied sur les différentes populations. La prochaine, s'il vous plaît. Et bon, les populations clientèle étudiées, ça aussi, en fait, ce que vous avez à retenir, c'est que vous pourrez regarder le détail, là, vous allez avoir le PowerPoint, tout est enregistré, comme on dit, mais évidemment, les patients, les usagers des soins de santé, on s'y attend. Nos membres travaillent beaucoup nécessairement sur cette clientèle-là, mais aussi beaucoup sur les proches aidants, les professionnels, comme vous voyez, la population générale, les bénévoles même. Donc,
on laisse vraiment tomber aucune population, là, les proches aidants, les dyades, les couples, la fratrie. Alors, vous voyez encore une fois vraiment, on a une vision très large, en fait, de la souffrance en soins palliatifs pour l'atténuer. On peut aller à la prochaine. Si je peux ajouter, comme on peut voir, il y a quand même des petites. Parce que qu'est-ce qui est le fun avec l'utilisation en fait, d'une représentation comme ça qu'on est en train de vous présenter aujourd'hui, c'est voir les forces, certes, mais aussi voir les zones de faiblesse ou les zones qu'on étudie moins. Dans ce cas-ci, les bénévoles sont quand même relativement peu étudiés, quoique les proches aidants sont quand même grandement étudiés. Lorsqu'on prend la précision dans la catégorie de proches aidants, famille et proches, on peut voir qu'il y a quand même, c'est beaucoup la famille et les proches aidants, évidemment, qui ressortent. Chose qui est super intéressant. Les amis ou la fratrie, il l'est un peu moins. Et le couple, le dyade, est quand même pas mal étudié. Aussi, ce qu'on pourrait préciser, c'est qu'on travaille aussi sur le deuil, hein, justement. Alors, donc, on touche, c'est ça, là, aux proches, etc. On a quand même, le deuil fait partie aussi des sujets d'étude des soins palliatifs. Alors, les milieux, les soins de vie étudiés, ben, c'est sûr que, bon, les hôpitaux universitaires, là, il y a un biais quand même, là, parce qu'on sait que notre système, ben, premièrement, nos chercheurs sont beaucoup affiliés dans les hôpitaux et aussi que ben, c'est quand même un système de santé hospitalo-centriste. On essaie vraiment de le décentraliser, là, comme on sait. Mais quand même, on a une bonne proportion aussi qui travaille à domicile dans les maisons de soins palliatifs, donc des milieux. Et comme disait François, je pense que ça peut nous permettre de voir que éventuellement, c'est peut-être quelque chose qui va s'inverser un peu, là. Mais évidemment, là, on se tient beaucoup là où sont donnés les soins et comme on est hospitalo-centriste, ben, beaucoup dans les hôpitaux, mais de plus en plus vers le domicile, les maisons de soins palliatifs, les CHSLD, on a entendu parler assez, on sait que c'est un milieu à développer au niveau de la recherche, parce qu'on pense que la recherche peut être un moteur aussi pour améliorer les soins dans ces domaines-là. Évidemment, nos chercheurs ont un grand intérêt vers le domicile parce qu'on sait que c'est le projet, c'est ce que les gens veulent, c'est le projet gouvernemental aussi. C'est un projet social, en fait, d'aller vers le domicile. Alors, il y a beaucoup d'efforts de recherche qui se dirigent vers ça maintenant aussi. Effectivement, puis dans la nouvelle, la dernière mouture, en fait, que la CAQ, le gouvernement, vient juste de publier, ça fait pas très, très longtemps, les soins humains et plus performants dans le plan santé. Mais clairement, il y avait cette volonté-là, là, comme tu l'as dit, d'aller vers le domicile. Donc, c'est peut-être quelque chose aussi, et les CHSLD, là, voir un peu qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc, c'est peut-être des planches, en fait, des sujets, des milieux de soins de vie qui devront être peut-être un peu plus étudiés dans les prochaines années. OK, maintenant, les maladies ou les troubles spécifiques étudiés, bon, on n'est pas surpris, encore une fois, on a une définition très large, comme vous savez, des soins palliatifs, mais il reste qu'on pense encore beaucoup au cancer quand on pense à soins palliatifs, et c'est vrai, évidemment, dans le sens où ça reste quand même la première cause de mortalité. Alors, le cancer est là, mais quand même, c'est encore une fois, on élargit avec, comme vous avez vu, la palette de nos chercheurs, des centres de recherche. La palette est quand même très élargie, là, les conditions médicales potentiellement fatales, aussi la démence, les troubles neurocognitifs, Alzheimer, etc. Alors, bon, insuffisance cardiaque. Ben, donc, on est quand même varié ici. Il y a du travail à faire, évidemment, avec d'autres maladies qu'on va continuer là, à explorer, puis peut-être lors du renouvellement aussi, là, en travaillant avec d'autres, en améliorant en fait la recherche dans d'autres disciplines aussi. Mais le cancer reste quand même un enjeu important. Intéressant de constater que chaque chercheur, en moyenne, s'intéresse à 2,6 maladies ou troubles. Donc, c'est pas chaque chercheur, en moyenne, ne s'intéresse pas seulement à une condition, mais beaucoup à 2,6 quand même, c'est pas négligeable. J'en profite justement pour passer à rondelle à François, ce stade-ci. Avec, en la journée du décès de Guy Lafleur, le passer la rondelle est une belle, une belle analogie.
Je vais y aller. En fait, les prochaines slides, à peu près les prochaines 10-12 slides, sont en lien avec les domaines actuels et passés étudiés. Donc, c'est des pourcentages de membres. Je vais vous les présenter de façon globale au début. Puis par la suite, là, on va les décortiquer ensemble pour voir là, un peu, encore une fois, qu'est-ce qui est effectué, certes, mais aussi les zones de fragilité ou les zones où il pourrait avoir peut-être potentiellement, puis c'est bon de le mentionner parce que j'espère qu'on a des étudiants parmi nous, parce que ces étudiants-là, ben, vous pouvez prendre des notes pour voir vers quoi vous pourriez potentiellement orienter votre future carrière. Donc, ceci étant dit, aspect psychologique et psychiatrique des soins, comme vous pouvez voir, c'est peut-être c'est le numéro un présentement qui est le plus étudié. Mais overall, quand on regarde ça, on touche à pas mal toutes les palettes, sauf peut-être les aspects épidémiologiques, éthiques, moraux, légaux des soins, qui est vraiment très faiblement touché. Puis, l'aspect culturel des soins aussi, qui est à 66 pourtant, c'est vraiment dans une optique là, au niveau de la santé durable puis les objectifs au niveau du FRQS. Il y a beaucoup d'aspects culturels qui sont très associés aussi, qui sont fortement intéressés, qui intéressent en fait le FRQS. Les pourcentages associés aux différents domaines sont assez élevés, hein, fait que c'est vraiment, on voit qu'il y a vraiment une vision très holistique des soins palliatifs et de la qualité de vie. Donc, les aspects physiques, si on regarde, grosso modo, la palme, vous allez voir, là, c'est très souvent la qualité de vie, en fait, qui est le sujet numéro un, qui est le plus abordé. Comme vous pouvez voir, il y a des petits signes là, en doré. On va en parler plus loin dans des slides particulières parce qu'ils sont très intéressantes à aborder aussi. Donc, on peut voir que les essais, à ma grande surprise, les essais cliniques sont quand même relativement faibles, mais quand on y pense aussi, puis le traitement pharmacologique, soins palliatifs, c'est quand même assez difficile de faire des études randomisées, peu importe simple aveugle ou double aveugle. Donc, c'est très difficile. Donc, on le voit aussi par ça. Et la polypharmacie, la déprescription, là, c'est pas mal les aspects physiques qui sont le moins étudiés. L'évaluation gestion de symptômes est toujours extrêmement forte. Dans les aspects psychologiques et psychiatriques, évidemment, la qualité de vie, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est beaucoup le vécu des proches qui ressort beaucoup. Vous allez voir aussi dans d'autres slides tantôt, le deuil est extrêmement touché et en fait étudié par les chercheurs du Réseau québécois de soins palliatifs. Évidemment, les besoins psychosociaux, les vécus des professionnels, ça aussi, ça va revenir très souvent, vous allez voir. Aussi, quand on regarde un peu en bas, bon, c'est les mêmes aspects là, qui ressortent là, au niveau psychologique et psychiatrique. Peu d'essais cliniques, quoiqu'il y en a un peu sur le délirium, quoique il va aussi se carrer, entre guillemets, dans la gestion de symptômes. Voilà, grosso modo. Puis, je tiens à le rappeler, là, tout ceci va être sur notre chaîne YouTube. Vous allez pouvoir le observer. Puis, on va rendre disponible le PowerPoint sur notre site Web là, tout de suite après la rencontre. Puis, si vous avez des questions, gardez-les ou vous pouvez les écrire directement dans l'onglet Q&A. Comme ça, on va y répondre à la fin. Symptômes physiques, psychologiques, psychiatriques qui sont étudiés. Écoutez, tous les symptômes physiques, si on regarde d'un point de vue physique, il y a beaucoup la douleur qui est le numéro un. 9 chercheurs s'intéressent à la douleur. La dyspnée, à peu près 4, puis les autres, c'est assez anecdotique. Pour tout ce qui s'appelle psychologique, c'est assez égal. Dépression, anxiété, détresse, c'est pas mal égal. Donc, on a 11 chercheurs qui s'intéressent à ces thématiques-là. Puis l'ensemble de l'œuvre, on a encore 11 chercheurs qui s'intéressent à ça. Traitement non pharmacologique, c'est intéressant ça, étant donné que c'est quand même assez présent sur un palliatif. Et puis, la TCC l'emporte quand même, je veux dire, c'est super intéressant. On a 13 chercheurs qui s'intéressent à la thérapie cognitivo-comportementale
ou cognitive comportementale. En tout cas, je ne suis pas, je suis pas le plus calé au niveau terminologique pour ça. La psychothérapie aussi, physiothérapie, ergo, c'est super intéressant, surtout que en soins palliatifs, il y a vraiment des grosses problématiques au niveau de l'environnement physique pour les personnes. Donc, super intéressant. Malheureusement, peu de soins spirituels, donc c'est un peu aussi de valeur. Puis, groupe de soutien, thérapie cognitivo-existentielle. Donc, mais voilà. Les aspects sociaux des soins, on a quand même 43-44 chercheurs qui s'intéressent aux aspects communicationnels avec les patients, les professionnels de la santé. L'approche aidance est super forte. Et puis, les approches aussi au niveau de la famille, les communautés bienveillantes, compatissantes, qui est très présente. Il y a 20 chercheurs qui s'intéressent. Puis, c'est sûr qu'il y a la littératie sur le deuil est quand même assez faible. Puis, les autonomies, le fardeau, en fait, vous allez voir toute la notion de fardeau. On avait des chercheurs qui s'intéressent à ça, mais pas rien que le fardeau physique. Pas le fardeau émotionnel non plus, mais il y a aussi des aspects de fardeau économique qui peuvent être super intéressants à regarder en soins palliatifs, étant donné justement non, je ne vais pas dire surprise en charge, mais la prise en charge par les proches aidants. Donc, il y a un fardeau économique qui est relié. Les aspects spirituels, religieux, existentiels, en fait, comme on peut voir, c'est quand même encore qualité de vie qui sort en premier. Les sujets d'études, je vais vous donner quelques exemples. Psychothérapie de la dignité en fin de vie. Utilisation aussi. Ah, ça, c'est nouveau, ça, c'est super intéressant. Vous avez sûrement lu ça dernièrement dans les médias, tout ce qui s'appelle champignon magique. C'est la psilocybine, en fait, qui est en fin de vie aussi, mais il y a des études pour voir pour tout ce qui s'appelle détresse existentielle, pour voir si ça ne pourrait pas marcher un peu. Donc, super intéressant. Donc, mais si on regarde aussi les catégories, encore une fois, vous voyez, le vécu des professionnels ressort très fort, le vécu des proches, le deuil aussi, qui est non lié au décès, donc les processus de deuil, avoir des deuils au niveau de l'évolution de la maladie. Donc, c'est quand même un bel amalgame, comme vous pouvez voir. Les chercheurs touchent beaucoup d'aspects. Thérapie complémentaire et alternative, la méditation pleine conscience remporte. C'est sûr qu'on n'a pas des gros N, donc ça a l'air fabuleux, mais c'est quand même juste 12 des chercheurs qui s'intéressent à ça. Mais quand même, 12 pour la méditation, lorsqu'on pense à ça, c'est quand même assez impressionnant. 5 qui s'intéressent à l'hypnose. 4 pour musicothérapie et art-thérapie, chose qui est super intéressante. Mais seulement une personne pour la massothérapie et 0 pour l'acupuncture, chose qui est quand même je dirais pas, moi qui m'a surpris, étant donné que les maisons de soins palliatifs et les unités de soins sont quand même beaucoup axées vers potentiellement, en fait, si on les ressources, évidemment, on s'entend, d'aller vers ces trucs-là. Donc, il y a peu de chercheurs qui s'intéressent à ça. Évidemment, la littérature est quand même relativement faible aussi, là. L'aspect culturel des soins, écoutez, c'est très intéressant pour l'ensemble des chercheurs. Valeurs et croyances, on a quand même 27 chercheurs qui s'intéressent à ça. Les déterminants sociaux de la santé, qui est quand même assez fort, puis les représentations culturelles, le genre, tout ça, en fait, ça va, puis la reste, ethnie, minorité culturelle, ça va beaucoup dans les demandes, en fait, du renouvellement des FRQS qui sont très axées, oui, sur l'inclusion, diversité, équité, et puis aussi en lien avec les populations vulnérables au niveau des objectifs de santé durable. Donc, ça, c'est super intéressant. On était très heureux de voir qu'il y avait quand même pas mal de chercheurs qui s'intéressent à ces catégories-là et à ces aspects culturels-là. Puis, je pense que c'est un bon cheval de bataille pour l'avenir au niveau des sujets de recherche. Il en reste encore quelques-uns, inquiétez-vous pas, là, on y va.
Les aspects éthiques, moraux et légaux, comme vous pouvez voir, on a quand même pas mal de chercheurs qui s'intéressent à l'éthique des soins. Puis les aspects, l'aspect moral de la chose. Légal, un peu moins, justice sociale, bon, on va oublier ça. Mais consentement chez les personnes inaptes, de plus en plus aussi, certainement aussi en lien avec l'aide médicale à mourir. Puis moi, je trouve ça super intéressant de voir cette diversité-là. Soins des patients dont la fin de vie est imminente et ou en préparation. Donc, c'est super qu'on s'intéresse beaucoup plus. C'est la première fois, en fait, que la qualité de vie est en bas du vécu des professionnels de la santé et vécu des proches. Donc, je trouve ça assez fabuleux. Puis le deuil, comme vous pouvez voir, est assez présent aussi. En bas, si on regarde les directives médicales anticipées, on a 11-12 chercheurs qui s'intéressent à ça. Pourtant, c'est vraiment quelque chose qui va être de plus en plus, selon moi, sur la sellette, là, à l'avant-plan, je veux dire. Puis l'aide médicale à mourir, évidemment, qui est à 45 donc un 27-28 chercheurs qui s'intéressent à ça. Un protocole de détresse respiratoire qui est relativement faible, mais voilà, c'est fabuleux qu'une loi, l'aide médicale à mourir soit si importante, mais que le protocole de détresse, qui était une grosse partie de la loi aussi, est si peu étudié. Ouais, ça, c'est tout personnel. Structure des processus de soins. Il va y avoir quelques diapos. En fait, les équipes interdisciplinaires, comme vous pouvez voir, on sait qu'au niveau des soins palliatifs, le gros, en fait, c'est du travail interdisciplinaire, les soins palliatifs et la définition même de l'interdisciplinarité. Donc, c'est peut-être aussi pourquoi que c'est le sujet de la structure processus de soins qui est le plus étudié. L'expérience patiente vécue qui revient aussi au niveau des processus de soins. Et puis, la décision partagée, on a une vingtaine de chercheurs qui s'intéressent à ça, les patients partenaires et donc nos proches aidants partenaires par la banque. Donc, ça, c'est super intéressant. Je voudrais vous souligner, donc, il y a des sujets d'études, si je peux me permettre, des barrières facilitateurs, excusez-moi, de l'accès aux soins palliatifs à domicile, autant à l'enfance que chez l'adulte. Puis l'intégration des soins palliatifs dans les unités de soins infirmiers. Exemple, je vais vous donner des exemples. Là. Mais comme vous pouvez voir, l'économie de la santé, on a 4 chercheurs qui s'y intéressent. Puis honnêtement, c'est vraiment un des critères qui devrait être à peu près inclus dans toutes les études. Donc, si ça vous intéresse, je pense que ou si vous en connaissez, les économistes de la santé, puis que ça les intéresserait peut-être de collaborer sur des études avec nous au Réseau québécois de soins palliatifs avec des chercheurs. On en cherche, c'est rare. Donc, si vous en connaissez, gênez-vous pas. Je peux m'asseoir, on peut jaser, on peut voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, voilà. Acquisition, connaissances et compétences. Écoutez, partage, transfert, application des connaissances. On a quand même, parce que oui, c'est pas juste de faire des conférences, il y a une science en arrière du transfert et de l'application des connaissances. Et puis, on a quand même un chercheur sur deux, un peu plus, un chercheur sur deux qui s'intéresse. Formation, éducation, qui est super intéressant et super pertinent en soins palliatifs. D'ailleurs, il va y avoir un registre, là, il y a plusieurs chercheurs du Archipel qui collaborent avec le ministère. En fait, c'est une demande du ministère pour créer un registre québécois de toutes les formations, autant académiques que continues au Québec en soins palliatifs. Puis un jour, vous allez le voir ou vous avez peut-être déjà été interpellé pour le compléter. Et voilà, les connaissances du grand public, de plus en plus, en fait, avec notre comité étudiant, on a mis en place un projet qui s'appelle le projet Dialogue, où on tente le plus possible d'informer le grand public des notions en soins palliatifs. Donc, ça, c'est super important aussi. Aspect épidémiologique, écoutez, là, on est quand même dans des petits N. Donc, l'utilisation des données clinico-administratives, le big data, les biobanques, les banques de données. Écoutez, avec qu'est-ce qui s'en vient, avec les nouvelles lois sur au niveau qu'on entend tout le temps parler aux nouvelles et à la TV, et la loi qui s'en vient,
sur l'accessibilité et l'utilisation des données en santé. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'énorme qui peut être fait ici. Puis, c'est vraiment aussi un des aspects que le RQSPAL, on aimerait développer grandement. Donc, voilà, je pense que c'est ma dernière slide de tableau. J'espère que ça n'a pas été trop pénible. Donc, les études et les étudiants, en fait, chaque chercheur de RQSPAL, sur les 59 chercheurs qui ont complété le registre, en moyenne, il y a 3,8 études qui sont faites par chercheurs approuvés par le CAR annuellement, en cours présentement ou en moyenne. Puis les études en cours ne nécessitant pas d'approbation au CAR, on peut parler d'autres types d'études. Il y en a 1,2. Donc, les écarts types là, sont entre guillemets. Là, donc, il y a des chercheurs qui ont 0 études, puis il y en a d'autres qui en ont 13. C'est assez volumineux, 13 études. Les étudiants gradués en moyenne, c'est 3,4. Donc, chaque chercheur supervise 3,4 étudiants en moyenne. Encore une fois, je lève mon chapeau à la personne qui a 16 étudiants. C'est ça. Vous devriez avoir un trophée. Il y a donc 144 membres étudiants. On a 50 à maîtrise, puis quand même un bon pourcentage au doc. Et évidemment, quelques résidents, quelques postes, stagiaires, postdoctoraux à travers ça. Les expertises à recruter au sein du RQSPAL. Donc, c'est un peu une slide un peu de conclusion, discussion, si je peux me permettre. En rapport avec tout ce qu'on a vu précédemment, donc toutes les lacunes que je vois, ou les zones un peu qu'il y a moins de chercheurs qui s'intéressent. On pense aux données massives, on pense à l'économie de la santé, l'épidémiologie des populations, le droit, la SLA, évidemment des plus ciblés, là, donc maladies cardiovasculaires, insuffisance rénale, maladie neurodégénérative, qui est super aussi. Donc, je pense qu'il y a des éléments là qu'on peut essayer de trouver, en fait, de l'expertise pour recruter au sein de du réseau québécois de soins palliatifs. Je vais juste vous mettre quelques slides là, pour le réseau, en fait, un peu qui on est, puis tout ça, donc l'action retombée. Qu'est-ce qu'on a fait dans les dernières années? On a mis en place un registre sur les proches aidants et les patients partenaires en soins palliatifs, spécifiquement en soins palliatifs au Québec. On commence à avoir quelques patients qui s'inscrivent. Donc, si des chercheurs ont besoin de proches aidants partenaires ou des patients partenaires pour des études, pour regarder et conceptualiser puis participer à la mise en place d'études, pas comme participants, vous pouvez nous interpeller, ça va nous faire plaisir. On est en discussion depuis le début aussi avec le ministère sous l'égide de Diane Gay, là, puis on a mis en place un gros comité pour regarder comment on pourrait intégrer un observatoire national de la fin de vie au Québec en soins palliatifs. On a un registre de la recherche qu'on vient juste de vous présenter. On a un avancement d'un minimal clinical dataset aussi en cours. Il y en a bien d'autres, là, mais j'ai juste mis les principaux. Je ne voulais pas offenser personne. Puis, évidemment, il y a un registre de formation en soins palliatifs qui est sous l'égide de Diane Gay et José Chénard, présentement, qui sont en train d'être faits. Rayonnement, je veux juste vous le dire vite. Si vous n'êtes pas sur nos médias sociaux, je vous invite à le faire. Sur notre chaîne YouTube, on est rendu à plus de 650 vidéos. On est dans le top 3 des réseaux thématiques. Là-dessus, on est super content. Notre infolette, on a quand même 1250 abonnés. Donc, quand vous voulez passer une nouvelle, il y a quand même pas mal de monde qui la lise. Donc, c'est super. Puis, vous pouvez nous envoyer vos bonnes nouvelles, les choses qui se passent. Puis, ça nous fait plaisir de les ajouter là, dans notre infolette. On a des activités aussi organisées par le comité étudiant. Écoutez, ils sont tellement hot, tellement productifs. Journal Club, ils ont une semaine étudiante, ils font des conférences, ils ont une journée scientifique annuelle, ils ont un podcast. C'est génial, donc gênez-vous pas. Puis pour vous dire, pour tous les membres, notre journée scientifique, c'est le 20 octobre. C'est en collaboration avec les soins palliatifs McGill, le 23e congrès international. Donc, on va avoir une journée complète à l'intérieur dans une salle précise avec une traduction simultanée, donc 7 conférenciers, membres réguliers. Puis on adore nos étudiants. Donc, il y a 6 membres étudiants du réseau qui vont présenter lors de cette activité-là. C'est gratuit pour les membres. On paye la journée pour les membres du réseau.
Puis on a aussi en élaboration présentement une journée scientifique francophone internationale virtuelle. Théoriquement, la prochaine devrait être le 3 février 2023. C'est en ligne, c'est gratuit. La thématique n'est pas encore décidée. Peut-être ça va être les maladies neurodégénératives, peut-être ça va être les soins à domicile. On ne sait pas. On est en train de voir ça avec la France pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis comment vous pouvez vous impliquer vite, vite? Ben, en fait, vous pouvez tenter, vous pouvez nous rejoindre. On a même maintenant des membres internationaux qui nous ont rejoints parce qu'il y a des catégories de membres comme membres associés. Donc, vous pouvez rejoindre le RQSPAL. La procédure, là, c'est tout écrit en ligne. Puis, vous pouvez participer, comme aujourd'hui, à nos conférences ou nous suivre aussi sur les médias sociaux et en vous inscrivant à notre infolette. Je crois que c'est notre dernière slide, en fait, et je suis content, comme ça, on va pouvoir discuter. En fait, c'est comme j'ai dit, on rentre bientôt dans un processus de renouvellement des réseaux thématiques, de tous les réseaux thématiques au Québec. Donc, le FRQS qui nous finance présentement rebrasse tous les dés et nous, on doit réappliquer dans un an environ. Et à la suite de quelques activités de brainstorming avec le comité de direction et le comité scientifique, voici ce qui est ressorti un peu, en fait, dans la vision future. Donc, mettre l'accent beaucoup dans l'équité dans les soins palliatifs. Donc, on parle aussi tant d'accès, la continuité, la qualité des soins, les maladies troubles qui sont sous-développées, comme on a vu aujourd'hui, les inégalités sociales qui sont très importantes pour notre cher gouvernement. Le milieu de soins non traditionnel, les populations vulnérables, marginalisées et rurales. La vie en soins palliatifs, c'est important parce que c'est comme de se réapproprier aussi dans soins palliatifs et de fin de vie, il y a quand même la vie. Puis c'est voir aussi toute la transition dans les trajectoires de soins qui sont faites. C'est super intéressant quand on pense à ça, tu sais, la néonate à l'enfant, l'enfant à l'ado, l'ado à l'adulte, et à l'enfant adulte, des gros enjeux, là. Puis après ça, l'adulte au niveau gériatrique, mais il n'y a pas juste aussi ces phases-là au niveau, tu sais, tu as le soin, le curatif vers le soin palliatif, les soins palliatifs vers la fin de vie, le mourir vers mourir vers le processus de deuil. Donc, il y a toutes ces phases-là qui sont super intéressantes d'un point de vue recherche à étudier. Puis évidemment, l'intégration précoce des soins palliatifs dans la trajectoire qui est toujours au centre, qui devrait être au centre de beaucoup de questions et de débats. Et la continuité des soins aussi, on entend parler souvent. Il y a aussi la réappropriation de la fin de vie. Merci, François. Puis, c'est des mots qui résonnent. C'est notre comité aviseur qui nous a rapporté ça. La renormalisation et resocialisation de la mort. Il faut se le réapproprier. Puis, tu as tout aussi le concept des villes compatissantes, compassionnelles, des communautés compatissantes. Puis, reconnaître aussi l'approche aidance. Donc, il y a un gros mouvement important en lien avec ça. Puis, le mouvement de sciences ouvertes, culture de partage de données, des connaissances, c'est important étant donné que ça peut nous permettre en termes de bien savoir puis bien outiller en fait nos dirigeants pour prendre les bonnes décisions au niveau de qu'est-ce qui se passe en soins palliatifs au Québec, d'avoir une bonne idée de ce qu'est les soins palliatifs et la fin de vie.